Elle m'a regardé droit dans les yeux, a glissé son alliance de son doigt et a dit: il m'écoute mieux que toi, tu ne l'as jamais fait. Puis, elle est sortie, le jour de notre anniversaire. Elle portait le collier que je lui avais offert la nuit où notre fille est née. Aucune excuse. Aucune hésitation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Juste le clic silencieux de la porte derrière elle. Et le bruit sourd de mon monde qui s'écroulait. C'est ainsi que j'ai découvert que ma femme, après 16 ans de mariage, m'avait échangé contre un homme qui ne savait même pas combien de cuillères se trouvaient dans notre tiroir de cuisine. Et pourtant, c'était suffisant pour qu'elle détruise tout ce que nous avions construit ensemble. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez un instant pour nous dire d'où vous nous regardez. On adore voir comment nos histoires rassemblent des gens du monde entier. Vos pensées, vos commentaires, c'est vous qui rendez cette communauté aussi spéciale, et on vous en est profondément reconnaissant. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais rater une histoire pleine de drame, de résilience, et de retournements inattendus. Installez-vous confortablement, prenez peut-être votre boisson préférée. Parce que cette histoire-là, vous ne voudrez pas la manquer. C'est parti. Ethan poussa la porte de sa maison de ville dans l'Upper West Side. Les échos de la ville, ce bourdonnement nocturne habituel, semblaient étouffés par le poids de ces 16 années qu'il portait à l'intérieur de sa poitrine. Tout était à sa place, les sacs à dos des filles près des escaliers, le carnet de croquis entrouvert avec un cheval presque terminé. Et pourtant, plus rien ne serait jamais pareil. La table du dîner était dressée pour 3. Mais un seul siège avait désormais un sens. Il avait passé l'après-midi au téléphone, à gérer un problème de traiteur sur un chantier du centre-ville. Il pensait pouvoir rentrer un peu plus tôt, assez tôt pour surprendre Geneva. Mais à la place, il trouva un unique message vocal. Il ne se souvenait même plus de la dernière fois que son téléphone avait vibré après 22 heures. Mais ce soir-là, il l'avait fait. Il regarda l'identifiant de l'appelant, numéro masqué. Il aurait dû ignorer l'appel. Il aurait dû savoir. Mais il appuya sur lecture. Elle est avec moi maintenant. La voix était grave, tranchante. Celle de Silas Dubrien. Sûr de lui. Glacial. Ne la rappelle pas. Si tu as besoin de parler, contacte mon avocat. Le silence envahit la pièce, enveloppant Ethan comme un brouillard glacé. Il ferma les yeux. Les mots s'infiltraient lentement, comme des glaçons fondant dans ses poumons. Il appuya à nouveau sur lecture. Encore. Et encore. La voix ne changeait pas. Lisse. Sans émotion. Pas une once de regret. Aucune excuse. Juste un triomphe. Il reposa le téléphone. Inspira lentement. Chaque battement de cœur résonnait comme un détonateur prêt à exploser. Il ne cria pas. Il ne jura pas. Il ne saisit pas ses clés. Il ne claqua pas la porte. Il ne réveilla pas ses filles. Il marcha simplement jusqu'au petit bar, prit un verre et versa un doigt de seigle. Celui que Geneva avait autrefois qualifié de « sublime » sous cette lumière. Ce soir, il avait le goût de la peine. Il sortit sur le balcon, pieds nus posés sur le bois frais du plancher. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Mais ce soir, elles n'apportaient aucun réconfort. Juste des rappels silencieux. Chaque souvenir, chaque éclat de rire qui avait rempli ses murs, tout résonnait dans le vide. Les glaçons tintaient dans le verre. Son souffle se condensait dans l'air frais du printemps. Il observait le whisky se dissoudre dans le silence. Il pensa à leur mariage. Elle, debout sous les guirlandes dorées, les cheveux dansant dans le vent léger. Il revit les naissances de leurs filles, leurs minuscules doigts enroulés autour des siens. Les anniversaires qu'ils passaient à attendre qu'elle rentre. Les nuits passées à planifier leurs études, les promesses qu'ils s'étaient faites. Tout cela ne comptait plus. Les mots résonnaient encore. Parle à mon avocat. Comme s'il n'était plus qu'un objet transférable. Un problème qu'on délègue. Il but une dernière gorgée. Ferma les yeux. Et laissa le silence l'envelopper.
Pas comme un poids, mais comme une armure. Parce que ce soir-là, il comprit qu'il devait devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de nouveau. Entièrement. Avant de continuer, n'oubliez pas de nous dire d'où vous venez. Vous êtes nombreux à faire de cette communauté un lieu vivant, vibrant. Merci à vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Installez-vous confortablement. Prenez votre boisson préférée. Car ce récit est de ceux qu'on n'oublie pas. Ethan se réveilla avant l'aube. La ville, encore endormie, enveloppait sa maison d'un calme presque doux. Mais dans son esprit, les bords étaient encore tranchants de la nuit précédente. Il traversa la cuisine sans un mot. Le petit déjeuner des filles était intact. Les céréales, figées dans leur bol. Il ne parvenait pas à avaler l'idée que sa famille était devenue un contrat. Un bien à négocier. Il lava une tasse. La remplit de café noir. Et fixa le liquide sombre, comme s'il y cherchait un indice. Et le vantait LLP, avec sa façade en marbre poli reflétant le ciel gris. Silas Dubrien avait dit de parler à mon avocat. Alors, il le ferait. Il entra dans le hall d'un pas assuré. La réceptionniste leva les yeux, le reconnut avant même qu'il ne parle. Elle prononça son nom à voix haute, comme pour vérifier que tout cela était bien réel. « Monsieur Levanté vous attend », dit-elle d'une voix parfaitement cordiale. Dans les lieux publics, les apparences comptaient plus que la vérité. Un jeune collaborateur, costume impeccable, regard inquiet, guida Ethan le long d'un couloir bordé de vitres givrées et d'ambitions feutrées. Les battements du cœur d'Ethan restaient calmes. Il savait exactement ce qu'il faisait, il pénétrait dans le ventre de la bête. Lorsque l'associé l'introduisit dans la salle de conférence, Ethan prit un moment pour observer chaque détail. Des murs gris acier, une carafe d'eau intacte, et le bourdonnement lointain de la ville filtré par les vitres teintées. Quelques instants plus tard, Preston Levanté entra d'un pas assuré. Sa ligne de cheveux impeccable, le pli de ses manchettes parfaitement ajusté. Il portait en lui l'aura d'une richesse ancienne. Sa poignée de main était ferme mais polie. Son sourire, maîtrisé. C'était un homme habitué à contrôler le récit. Mais lorsqu'Ethan croisa son regard et se présenta avec une autorité calme. « Oui. Je suis le mari. » Preston se figea. Juste un instant. Mais suffisamment pour que l'atmosphère change. Le décor venait de basculer. Leurs regards restèrent accrochés. Pas de manœuvre juridique. Pas de préambule. Preston proposa un siège, mais Ethan resta debout. Ce fut Preston qui parla en premier, d'une voix douce. « Monsieur je crois que vous avez reçu le message de mon client. » Je ne m'attendais pas à une réponse si rapide. La voix d'Ethan épousa le ton de la pièce, calme, tranchante. « Votre client a dit « Elle est avec moi maintenant. » Vous avez ajouté que je devais m'adresser à vous, pas à ma femme. C'était clair. Donc me voilà. Preston esquissa un sourire, puis s'immobilisa. Il s'assit. Ethan resta debout, les mains détendues le long du corps. Le serveur entra, inaperçu. Le verre de Preston trembla. Comme l'assurance de celui qui comprend qu'il a mal évalué son adversaire. Levanté s'éclaircit la gorge. Il n'est pas nécessaire que cela devienne conflictuel. Genève et moi, nous souhaitons résoudre cela discrètement. Ethan leva lentement le regard, inébranlable. Honnêtement, si cela ne tenait qu'à moi, il n'y aurait aucune résolution. Pas maintenant. Pas jamais. Mais puisque nous y sommes, j'ai besoin de clarté. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce vernis de civilité? La mâchoire de Preston se crispa. Je ne suis que le messager. Ethan laissa le silence s'installer. Puis son regard descendit vers le dossier posé sur la table. Une offre juridique. Une trappe. Quelque chose de non dit. Mais bien là, en attente. Alors transmettez un message à Silas, dit Ethan calmement. Dites-lui que s'il ose rappeler. Il me parlera directement. Pas à travers des avocats. Parce que quel que soit le jeu auquel il croit jouer,
il y a quelqu'un dans l'ombre, qui pense autrement. Le vanté se figea de nouveau. Ses doigts suspendus au-dessus du dossier. Il ne s'attendait pas à ce que ce dossier reste fermé. Il ne s'attendait pas non plus à ce qu'Ethan parle avec tant de calme. Encore moins à ce qu'il démontre que le pouvoir ne rugit pas toujours. La pièce retint son souffle. Et Ethan resta là, debout. Au cœur de la tempête. Ethan rentra chez lui cet après-midi-là, avec la même assurance tranquille que celle qu'il avait affichée au cabinet d'avocat. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose avait changé. La maison l'accueillit dans un silence presque méconnaissable. Plus de rire. Aucune voix des filles. Aucune trace de Genève. Il s'arrêta au bas des escaliers, apercevant à nouveau ce carnet de croquis familiers. Il était ouvert à une esquisse presque achevée d'un cheval. Un souvenir muet du cours d'art de la semaine passée. Il ravala l'amertume qui montait dans sa gorge et se dirigea vers son bureau. À l'intérieur, sur son bureau, il trouva une note. L'écriture de Genève, mesurée, calme. Je pense que nous nous sommes éloignés depuis 2 ans. Ethan. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. 2 ans. Le mot résonna dans son esprit comme un défi. 2 ans d'éloignement suggéraient une lente érosion. Mais ce qu'il avait ressenti, il y a 6 mois, c'était une trahison brutale. Il s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Les journaux de sécurité du système domestique s'affichèrent en quelques secondes. La liste montrait l'utilisation d'un code invité privé. Première apparition, il y a 6 mois. Toujours le vendredi après-midi. Il parcourut les entrées. Chaque visite, enregistrée. Précise. Régulière. Constante. Il ouvrit ensuite les relevés bancaires de Genève. Des frais dans des hôtels de luxe. Un spa au centre-ville. Des dîners réservés dans un restaurant-galerie dont il n'avait jamais entendu parler. Il fit des captures d'écran. Imprima les relevés. Les empila dans un dossier. Puis il se souvint d'un détail. Les billets de leur anniversaire. Ils n'avaient jamais été utilisés. Il les avait rangés dans un tiroir, promettant de les reprogrammer. Ce soir-là, il les chercha en ligne. Regarda qui avait organisé l'exposition. Le nom de Silas Dubrien apparaissait dans les critiques. Ces billets n'étaient pas un cadeau pour eux. Ils étaient pour elle. Ethan referma l'ordinateur portable. La pièce, son sanctuaire, contenait désormais les preuves de la trahison. Il fixa le dossier et une seule pensée s'imposa. Le déracinement n'avait pas commencé il y a 2 ans. Il avait commencé il y a 6 mois. Il saisit son téléphone et appela son assistante, Maria. Sheila proposait une exposition artistique indépendante? Oui. Il va falloir vérifier son emploi du temps. Et suivre les délais de livraison, mais d'abord, il ajouta ces éléments à son archive. Il décrivit le contenu du dossier. Des visites fréquentes de mars à aujourd'hui, des billets inutilisés, des frais de galerie, des souvenirs épars. Compris, répondit Maria. Tout sera organisé. Plus tard dans la soirée, il passa devant la chambre des filles. Leurs lits superposés étaient vides, la veilleuse projetait des ombres douces contre les murs. Il s'arrêta juste devant la porte, ferma les yeux un instant. Aucune colère ce soir. Juste une résolution froide, silencieuse. Il allait laisser la trahison parler d'elle-même. Il retourna sur le balcon avec un nouveau verre de whisky. La glace craqua dans le verre comme une confiance brisée. La ville s'étendait sous ses yeux, lampadaires, voitures qui passaient, sirènes au loin. Tout lui semblait familier, et pourtant hors d'atteinte. Il pensa à ses filles, endormies à l'étage, inconscientes de la profondeur de la trahison de leur mère. Ethan ferma les yeux, inspira l'air nocturne. Il se souvint de leur premier voyage en famille. Ils s'étaient tous écroulés sur le sable après le dîner, repus, salés, inconscients de ce qui allait arriver. Ce souvenir était désormais son encre silencieuse. Il posa le verre sur la rambarde, jeta un dernier regard vers le carnet de croquis, silhouette éclairée par la lumière de la fenêtre. Puis il se retourna et rentra à l'intérieur, laissant l'obscurité se refermer derrière lui.
Le dossier resta ouvert sur le bureau. La dérive avait peut-être commencé discrètement, mais ce soir, il en traçait la route. Et demain, il commencerait à en démêler les fils. Le Blue Sparrow avait une aura différente ce soir. Brillant, soigné, presque trop vivant. Ethan entra avec Lena et Mera, leurs coudes se frôlant, comme à la recherche d'un soutien mutuel. Le cliquetis des couverts, les rires, cette chaleur familière d'un coin animé du centre-ville. Autrefois, cela aurait été réconfortant. Ce soir, ces échos l'écrasaient. Il choisit une banquette dans un coin, entourée de photos vintage encadrées. La lumière tamisée dessinait des ombres douces sur les nappes blanches. Une serveuse les guida à leur siège. Ethan jeta un coup d'œil à ses filles. Elles étaient silencieuses, loin des éclats de rire qu'elles partageaient encore à la maison. Alors qu'il s'asseyait, Lena leva ses grands yeux bruns et demanda. « Papa, où est maman ?» Ethan ne mentit pas. Il avait appris que la vérité valait mieux que des excuses vides. Il posa son menu et répondit doucement. Maman avait besoin d'un peu d'espace ce soir. Mera, 7 ans, fronça les sourcils et remua son verre d'eau. Elle avait aussi besoin d'espace la semaine dernière, dit-elle dans un murmure à peine audible. Elle était avec cet homme. Je l'ai vu. Le cœur d'Ethan se serra. Il laissa sa fille parler. Elle effleurait son épaule. Mera continua, traçant un motif invisible sur la nappe du bout du doigt. À la galerie, au théâtre. Tu n'étais pas là. Les mots le frappèrent, non comme une trahison, mais comme du verre brisé. Aiguisé. Soudain. Inoubliable. Ethan regarda la petite main de Mera, puis son autre fille. Merci de me l'avoir dit, mon cœur, dit-il d'une voix douce mais ferme. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. Il ne posa pas d'autres questions. Il absorba le moment, en silence, leur servant de bouclier. Laissant le poids retomber là où il devait. Il remarqua aussi la serveuse, postée non loin, qui les observait. Son regard envers Ethan, soucieux, attentif, lui révéla quelque chose de crucial. Le monde était témoin de cette fracture. Et les murmures suivraient. Il ravala la boule dans sa gorge, hocha la tête vers la serveuse et demanda du pain. Il ne parla pas de Genève. Il n'en avait pas besoin. Le repas arriva, des assiettes fumantes de pâtes, du pain fraîchement cuit. Leurs arômes étaient étrangement réconfortants. Mais ce soir, il ne s'agissait plus de nourriture. Il s'agissait de rassembler les morceaux d'une famille en train de se défaire. Il termina le dîner en silence, aida Mera à fermer sa veste, boutonna le manteau de Lena. Les filles ne posèrent plus de questions. Il n'y avait plus rien à demander. Il laissa un pourboire généreux à la serveuse et sortit. Dehors, le bourdonnement de la ville semblait moins distant, plus vivant. Presque moqueur dans son indifférence. Ethan ramena ses filles à la maison, sous les lampadaires, en silence, d'un pas régulier. Le manteau de Mera montait haut, Lena restait serrée contre son bras. Il n'avait pas besoin de leur tenir la main pour les empêcher de dériver. Alors qu'ils atteignaient la maison de ville, Lena demanda. « Papa, tu crois qu'on peut encore être une famille ?» Ethan s'agenouilla, plongeant son regard dans celui de ses deux filles. Un instant d'une importance fragile. « On plie, dit-il, mais on ne casse pas. Certaines choses se fissurent, mais les morceaux peuvent encore s'assembler. » Ils se séparèrent avec des câlins dans le couloir. Il les borda, s'attarda dans l'encadrement de la porte, regardant leurs visages paisibles. Preuve silencieuse qu'il restait leur point d'ancrage. Il recula lentement, referma doucement la porte. Dans le salon, il s'enfonça dans le canapé et... Il ferma les yeux. La trahison n'était plus un secret intime. Elle était désormais publique, confirmée par les mots de sa fille, observée par une serveuse, inscrite sur les rues silencieuses de la ville. Mais cette fracture ne les définirait pas. C'est lui qui les définirait tous, par ce qui allait suivre. Ethan ne comptait même plus le nombre d'appels nocturnes que son avocat, Rob Kinley, avait passé depuis l'épisode au restaurant. Mais cet appel-là, il était différent. Au milieu des manœuvres judiciaires et des formulaires de garde, la voix de Rob grésilla avec une certaine hésitation.
Elle envisage de demander la garde exclusive, dit-il doucement. Elle évoque une tension émotionnelle, suggérant que tu n'as pas été assez présent. Pas de menace pour le moment, juste une mise en place. Ethan écouta sans l'interrompre. Son regard se posa sur les photos de classe de ses filles, scotchées au-dessus de son bureau, deux visages souriants, débordant de confiance. Il posa doucement la paume de sa main sur le visage de Mera sur l'un des clichés. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Organise une rencontre préliminaire avec la thérapeute de Geneva, dit-il calmement. Et trouve-moi la documentation sur tous les événements manqués, matchs, spectacles, visites médicales. Tout ce qui pourrait laisser croire à une absence de ma part. Rob hésita. Elle n'a pas manqué les événements scolaires, répondit-il. Elle a été présente. Tu as manqué 2 réunions parents-prof le mois dernier, pendant la crise du site du South Bronx. Ethan ne s'y a pas. La gestion des catastrophes était prioritaire. Je prends la responsabilité. Mais examinons aussi ses propres absences. Elle a sauté à la fois la collecte de fonds et la soirée mat de notre fille le mois dernier. Elle a préféré ses apparitions sociales aux événements scolaires, nota Rob. Compris, répondit Ethan. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière des gratte-ciel scintillait sur la ville, mais aucune n'était aussi éclatante que les flammes qu'il attisait en silence. Finalise la requête de garde exclusive, ordonna-t-il. Et pense à la protection des biens. Elle est libre de vivre sa renaissance émotionnelle, mais pas en utilisant nos filles comme monnaie d'échange. Il raccrocha. Puis s'assit lourdement dans son fauteuil, l'esprit déjà occupé à planifier le prochain coup. Le lendemain matin, les filles partirent pour l'école. Ethan prépara son café, puis rassembla les toiles dont leur cours d'art avait besoin. Maria apparut dans l'embrasure de la porte. Il pense que les données de la thérapeute ne sont pas convaincantes, dit-elle. Alors elle a contacté sa propre conseillère. On te dépeint comme distant. Ethan hocha la tête. Parfait. Laissons son récit se fissurer face aux faits. On continue notre stratégie. Maria hésita avant de parler. Tes filles, si elles étaient inquiètes, elles ne l'ont pas montré. Mera a dit à sa tutrice, papa est là. Il vérifie toujours les devoirs. Un petit sourire effleura ses lèvres. Il plaça les toiles dans sa voiture et ferma la porte, laissant derrière lui son reflet dans la vitre. Plus tard dans l'après-midi, il rencontra la docteure Olivia Carroll, la thérapeute de Geneva, dans son cabinet feutré de Midtown. La pièce était remplie de tons chauds, de livres, une atmosphère rassurante. La voix de la docteure Carroll était douce mais ferme. Madame elle traverse un bouleversement profond. Identité. Stabilité. Confiance en soi. Elle parle de liberté, de renaissance. Mais elle n'a pas mentionné les enfants. Ethan hocha la tête, sans répondre. Il écouta tandis qu'elle évoquait l'épuisement émotionnel, la dépression suggérée dans des extraits de journal, même une phrase lourde de sens. Je ne sais plus qui je suis. La docteure Carroll le regarda dans les yeux. Son identité est en miettes. Sa demande de garde, bien que légale, semble davantage motivée par l'émotion que par la vengeance. Elle est désespérée. Ethan ferma les yeux. Il reconnaissait le désespoir. Mais il reconnaissait aussi le levier. Merci, dit-il calmement. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, il ramena ses filles à la maison après le cours d'art. Elle parlait de couleurs, de pinceaux. Mera lui montra sa peinture, 2 silhouettes sous un soleil éclatant. Maman et moi, dit-elle. Lena ajouta, papa est avec nous aussi. Il sourit, lui ébouriffa les cheveux. Exactement. En arrivant devant leur maison, il s'arrêta un instant, contemplant leur visage. Je serai toujours là, murmura-t-il. Elles sourirent, et rentrèrent. Seul dans son bureau plus tard, il posa la requête de garde sur le bureau, au-dessus du dossier rempli de preuves qu'il avait accumulées depuis les billets pour la galerie. L'air était immobile. Pas de feu d'artifice. Pas de rage. Juste une intention claire. Il versa un filet de riz dans un verre. Le liquide captait la lumière de la lampe,
comme s'il brillait d'une détermination tranquille. Il marcha jusqu'au balcon, le verre à la main, et tourna le regard vers la ville. Ce soir, ses filles s'endormaient en croyant qu'elle lui appartenait entièrement. Et il s'assurerait que ce serait toujours le cas. Ce chapitre marquait le premier pas dans l'arène judiciaire. Un coup discret, mais ferme. Pour protéger ce qui comptait le plus. Ethan remit sa cravate, expira profondément, et entra de nouveau chez Winter & Levant LLP. Mais cette fois, pas comme un visiteur. Mais comme un homme animé par une mission. La réunion du jour n'était pas comme la première. Le dossier dans sa sacoche lui paraissait plus lourd. Il traversa l'entrée brillante, salua la réceptionniste, et fut conduit dans la salle de conférence de Preston Levanté. Les murs gris, le verre d'eau intact, tout lui semblait familier. Comme une scène enfin prête à révéler les masques. Levanté entra avec un sourire, mais un sourire vidé de chaleur. Sa posture était ouverte, mais ses yeux, méfiants. « Monsieur Hay, commença-t-il, voix sèche. Je comprends que vous avez eu le temps de réfléchir à nos premières discussions. » Ethan sortit le dossier. Il le posa bien à plat sur la table, l'alignant avec une précision lente et calculée. Son calme apparent tranchait net avec la détermination d'acier qui émanait de lui. « Oui, j'ai tout rassemblé, dit-il. » Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des documents, des factures, des déclarations signées, un accord hypothécaire définissant sans ambiguïté la propriété du bien, une série de virements bancaires. Chaque feuille était une brique dans le mur qu'il construisait. Levanté écarta les mains et s'adossa. « De bonne foi, je tiens à vous rappeler que cela n'a pas besoin d'être conflictuel, Geneva. » Mais Ethan leva la main, l'interrompant. « Permettez-moi de vous poser une question, monsieur Levanté. Avez-vous dit à votre cliente que le condo à Brooklyn est entièrement à moi? Qu'elle n'en a jamais été copropriétaire? Et que la banque l'a encore confirmé le mois dernier? » Le masque professionnel de Levanté se fissura un instant, laissant place à un soupçon de confusion. Ses yeux balayèrent les documents. Je n'étais pas au courant. Nous étions sous l'impression qu'il s'agissait d'un bien marital. Les suppositions sont dangereuses dans les affaires juridiques, répondit Ethan d'un ton ferme. Il referma le dossier et se leva, dominant maintenant la table par sa stature et sa posture. Vous avez parlé de discrétion, comme si c'était un luxe que je pouvais acheter. Soyons clairs, la discrétion n'a aucun prix pour moi, sauf si elle inclut la garde exclusive de nos filles. Levanté déglutit péniblement. Il jeta un nouveau regard au papier. Peut-être pourrions-nous modifier les propositions. Mais Ethan insista, plus ferme que jamais. Amanda, je ne négocie pas le bien-être de mes enfants. Je ne marchande pas avec la confiance brisée. Je prends des décisions. Vous transmettrez ceci à votre cliente, Geneva peut garder le condo, comme prix de sa liberté, mais elle n'aura pas droit aux bénéfices. Elle pourra conserver les affaires qu'elle a achetées, j'ai le carnet de reçus. Mais la garde? Rien. À moins qu'elle ne les aide à garder leur mère dans leur vie. Preston, l'autre avocat, hésita. Des perles de sueur apparaissaient déjà sur ses tempes. C'est rigide. La voix d'Ethan, pourtant douce, ne tremblait pas. C'est protecteur. C'est juste. C'est factuel. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le seul bruit perceptible venait de la circulation à l'extérieur. Levanté avala difficilement. Je transmettrai cela, mais vous devez aussi envisager un compromis. Ethan se pencha légèrement. Ceci n'est pas un compromis. C'est de la clarté. Il referma son dossier, le prit, puis le fit glisser lentement de l'autre côté de la table. Les doigts de Levanté l'effleurèrent comme s'il s'agissait de preuves d'un crime. « Merci de m'avoir reçu, » dit Ethan. Puis, calmement, il se leva et quitta la pièce, laissant derrière lui une suite déconcertée et silencieuse. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, Ethan aidait ses filles à préparer le dîner. Lena répétait un discours, tandis que Mira alignait soigneusement des légumes sur son assiette. Ethan écoutait, posait des questions, les soutenait sans jamais céder à la pitié. Les filles riaient de blagues trouvées sur les cartons de lait, complètement ignorantes des manœuvres juridiques en cours.
Elles ne savaient qu'une chose, leur père agissait pour leur bien. Après les avoir bordées dans leur lit, Ethan se retira dans son bureau. Il ouvrit un autre dossier, échanges internes de mai de Preston, notes sur les droits de propriété, déclaration d'intention, tout était prêt pour être transmis à son avocat. Il se versa alors un verre de riz. Lorsque la lumière traversa le liquide ambré, il s'autorisa un soupir discret, presque imperceptible. Il porta le verre à ses lèvres et ferma les yeux. Il n'agissait pas par colère, mais avec résolution. Ce soir, l'échiquier juridique était en place. Et toutes les pièces lui appartenaient. Le lendemain matin, un samedi, Ethan se réveilla alors que les rayons du soleil filtraient doucement à travers les stores, un luxe rare, par les temps qui couraient. La maison de ville semblait différente. Plus vide. Comme une pièce dont on se souvient avoir oublié quelque chose. Il s'habilla de ton sobre et fit son sac. Pas de discours, pas de mise en scène. Juste une détermination calme. Lorsque Lena et Mera entrèrent en courant dans la cuisine, encore à moitié endormis, il leur servit un bol de porridge chaud et des fruits frais, sans dire un mot. Elles sourirent, leur énergie emplissant la pièce. Il ne fit aucun commentaire sur l'absence de leur mère, elle savait déjà. Vers la fin de la matinée, son assistante Maria arriva avec 2 cafés et une boîte remplie de fournitures artistiques. Ethan chargea les toiles dans son SUV et installa les filles dans leurs sièges auto. Maria les observa depuis la porte d'entrée, les sourcils légèrement haussés mais le regard rempli de soutien. « Ton nouveau chez toi est prêt, dit-elle. Ethan acquiesça. Ils échangèrent un dernier baiser avant de partir. La maison de ville n'était plus un foyer, juste un écho. Il ne prit même pas la peine de verrouiller la porte. Il la laissa entr'ouverte, comme un signe, cette transition n'aurait rien de dramatique. Ils arrivèrent à la maison mitoyenne à Harlem. Une palette de tons chauds, une lumière naturelle, une dignité silencieuse. Ethan l'avait lui-même rénovée, des années auparavant, en prévision d'un nouveau départ. Ce jour-là, elle devenait leur base. Pendant que les filles choisissaient leur chambre, déballaient les fournitures d'art et découvraient les étagères intégrées, Ethan réglait le thermostat, vérifiait les rideaux occultants, la connexion Wi-Fi, tout devait fonctionner. Pas de grandeur, juste de l'efficacité. Ils se retrouvèrent ensuite dans le salon autour d'une pizza et de jeux de société. Leur rire résonnait comme des carillons dans un jardin figé. Au moment du coucher, Mera posa doucement sa petite main sur la joue de son père. « J'aime bien ici, papa. » Il lui embrassa le front et murmura. « Moi aussi, ma chérie. » Quand elles furent endormies, Ethan se versa un autre verre de riz. Et il sortit sur le petit balcon surplombant la rue calme en contrebas. La maison vibrait de possibilités. Il pensa au discret adieu qu'il avait fait à ses filles, non pas une fin, mais un tournant. Pas de cris, pas de sanglots, juste une fidélité à leur passé partagé et à un avenir qui valait encore la peine d'être construit. Il ferma les yeux, se remémorant cette première photo de famille, le sourire de travers de Lena, Mera serrant un ours en peluche, Geneva flottant derrière elle dans une chaleur parfaite. Cette image portait encore une vérité. Il l'avait préservée, tout comme il avait préservé tout ce qu'ils étaient en train de reconstruire. Quand il rentra à l'intérieur, il trouva Maria près de la porte, son expression respectueuse et stable. « Tout est prêt, dit-elle. Cours particulier, email de l'école, emploi du temps synchronisé. » Il hocha la tête. « Merci. » Elle hésita avant de parler. « Elles ont demandé pour leur mère. » Sans détourner le regard, il répondit. « Dis-leur qu'elle a décidé que certains changements nécessitaient de l'espace, pas des reproches. » Maria marqua une pause, puis referma doucement la porte. Ethan passa devant elle et retourna au salon. Il observa les filles endormies à travers une fenêtre doucement éclairée, et murmura. « Nous plions, mais nous ne rompons pas. » Il laissa le verre intact sur la table basse, puis éteignit la lumière. La maison était silencieuse. Lui aussi. Mais dans ce silence, il entendait le son des possibles, d'une loyauté renouvelée, d'une confiance préservée, d'une vie réancrée. Ce soir-là, leur fondation était en train d'être reconstruite calmement, solidement à pas mesurés à la fois.
Geneva et faisait tourner son téléphone entre ses doigts, hésitant à appeler non, à envoyer un message à Ethan. Elle se trouvait dans le salon du Pantouse de Silas Dubrienne, ses fenêtres allant du sol au plafond s'inclinant vers l'horizon urbain. Cela aurait dû lui sembler familier maintenant, élégant, exclusif au lieu de cela ressemblait à une cage dorée. Elle avait hérité de la chaleur et de la confiance de Silas, mais ce soir, elle héritait de quelque chose de plus froid, l'incertitude. Elle faisait les 100 pas devant la cheminée, ses bottes claquant contre le marbre poli. Silas marchait aussi, son reflet déformé dans les cadres de verre. Il tenait un verre de scotch, la mâchoire contractée. Il engage une procédure, dit-elle, la voix tremblante. J'ai été assignée ce matin. Elle sortit lentement les documents du tribunal photo, frais, demande de garde exclusive, gel des avoirs. Il m'a pratiquement effacé de leur vie. Silas fit lentement tourner les glaçons. Je sais, dit-il enfin. J'ai vu ce qu'il fait avec le condo. Il agita son verre de scotch. Procureurs fédéraux, dépôt de tutelle, tu es un dommage collatéral dans sa campagne. Elle s'effondra sur le bord du canapé, choquée. Dommage collatéral. Ce n'était pas censé se passer comme ça. On construisait quelque chose de nouveau. Silas secoua la tête. Il avait tout prévu. Il ne réagit pas, il exécute. Il a agi dans l'ombre, recueilli des preuves, fait des mouvements précis. Pendant que vous deux, vous réécriviez des scénarios de vie. Geneva le fixa, vulnérable. Alors il est en train de gagner. Silas hocha lentement la tête. Il fait mieux que ça. Il tient le coup dans la tempête. Geneva, toi, tu es en train de te noyer. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tout avait dérapé si vite, la galerie, les vacances, les murmures d'une renaissance. Elle avait voulu fuir le vide, pas entrer en guerre judiciaire. Mais maintenant, ces demi-vérités étaient comptabilisées, documentées, démantelées. Elle baissa les yeux vers les papiers sur ses genoux. Je croyais que ce chemin prouverait ma force. Au lieu de ça, il révèle à quel point nous sommes fragiles. Silas lui servit un scotch, mais elle repoussa le verre. L'alcool ne réglera rien, dit-elle. Elle se couvrit le visage, laissant l'épuisement l'envahir. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal ni à lui, ni aux filles. Je voulais juste me sentir vivante. Il la regarda en silence, puis se pencha en avant, la voix basse. Survie. Mais pas ici. Il tapota le verre. Ce soir, pars. Va là où ils ne peuvent pas te trouver. Reprends-toi. Elle secoua la tête presque violemment. Je ne peux plus fuir. J'en ai assez. C'était son choix. Sa rébellion. Et maintenant, elle la détruisait. Silas poussa un soupir, s'approchant davantage. Je vais tout organiser. Tu n'as pas besoin de parler à des avocats pour le moment. Disparaît juste. Geneva ferma les yeux. Fuir. S'éclipser. Disparaître. Elle articula les mots. Cela ressemblait à une trahison, mais peut-être moins que perdre ses filles. Elle regarda Silas, la voix ferme. Prépare la voiture. De retour dans sa maison de ville, Ethan relisait les emails d'école. Maria avait transféré une note de l'enseignante de Mera, sur la résilience et la croissance. Il rédigea une réponse simple. Merci. Nous nous concentrons sur la stabilité à la maison. Il appuya sur envoyer, puis se leva, s'approcha de la fenêtre et il regarda la rue silencieuse. Les filles dormaient à l'étage, en sécurité derrière les murs qu'il avait lui-même reconstruits. Plus bas dans la rue, les lumières de l'appartement de Silu restaient allumées. Aucun signe de fuite. Aucun signe de Genève. Il ne sourit pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il expira simplement. Parce qu'il savait que les choses étaient en train de changer. Le chaos pouvait s'abattre plus tôt que prévu, mais ce soir leur appartenait encore. Un moment suspendu dans le calme. La décision de Genève résonnait comme le moteur lointain d'une voiture en fuite, la plongeant dans une incertitude nocturne. Mais ce soir, un autre front s'ouvrait. Ethan franchit les doubles portes de l'école, ses pas mesurés,
mais assuré. Il avait arpenté ces couloirs tant de fois pour les réunions parents-profs, les ventes de gâteaux, les expositions d'art. Ce soir, il ne se laisserait pas engloutir par les rumeurs. Dans le hall baigné de lumière, des visages familiers croisés à l'heure des dépôts le saluèrent d'un signe de tête poli. Une mère s'arrêta juste assez longtemps pour lui jeter un regard. Son regard glissa sur Ethan, puis se posa sur son fils, qui suivait derrière avec un rictus moqueur. « Le papa de et enseigne encore les maths » lança-t-il en levant les yeux au ciel. Mais ce seul regard avait suffi. Ethan se retourna vers le garçon et s'agenouilla. Il soutint le regard moqueur sans broncher. « J'enseigne l'honnêteté, » dit-il avec un calme posé, le menton légèrement relevé. Il se releva, fit un geste en avant. Le garçon suivit, silencieux. Quelle que soit la rumeur qui avait couru, ce moment précis venait d'y opposer un autre récit, plus fort, plus vrai. Il entra dans le bureau du directeur et referma la porte derrière lui. L'air sentait le désinfectant et les crayons usés. « Monsieur Hay, » dit le principal Burnett d'une voix basse, « je suis content que vous soyez là. » À l'intérieur, un petit groupe de parents s'était rassemblé. Des amis de Genève, des visages qu'ils reconnaissaient de soirées caritatives et de collectes scolaires. Leurs expressions étaient marquées par cette politesse tendue, masquant l'inconfort. Une rumeur d'adultes avait franchi les murs et atteint les oreilles adolescentes. L'un de nos élèves de 6e a répété des rumeurs concernant des problèmes familiaux, commença Burnett. Votre fille, Lena, a été bouleversée aujourd'hui. La mère qui avait signalé l'incident assurait que c'était faux. Des ragots à propos de garde et de séparation. Ethan s'assit, hocha la tête. Je vois. Burnett lui tendit un dossier. À l'intérieur, des notes de conseiller, une déclaration de Lena, la retranscription des propos du garçon. Nous voulions vous inclure avant que la situation ne prenne de l'ampleur. Ethan ouvrit le dossier et le parcourut attentivement, ligne par ligne. Il absorba l'espoir et la peur. Un mot de Lily disait, il est parti. Elle est avec quelqu'un d'autre. Il referma le dossier. Merci pour votre réactivité, dit-il d'une voix calme. Il expliqua les mesures qu'il prenait, conversations individuelles, discussions en petits groupes en classe, autorisation de contacter les élèves colportant des rumeurs. Le principal Burnett acquiesça, grave. Ils ont bien réagi. Ethan marqua une pause à la porte en sortant. Il croisa le regard de sa fille. Elle semblait plus âgée, plus courageuse. Elle lui adressa un petit sourire. Il répondit par le sien. Ils rentrèrent à pied après la tombée de la nuit, les lampadaires projetant leur lumière à leurs pieds. La rumeur avait frôlé leur quotidien, mais ils l'avaient affrontée avec douceur et fermeté. Dans l'obscurité, il leur murmura. Certaines histoires font du bruit, mais nous n'avons pas besoin de crier. Nous sommes là. Nous disons la vérité. Mera lui serra la main. J'aime dire la vérité avec toi, papa. Il ébouriffa ses cheveux et hocha la tête. Moi aussi. C'est pour ça que c'est important. Plus tard, à la maison, il les borda dans leur lit. Il observa leurs petites chevilles, découvertes, confiantes, sans peur. Puis il retourna dans la cuisine, se servit un doigt de whisky de seigle et le contempla à la lumière tamisée. L'écho de la cour d'école s'était estompé, mais la leçon demeurait, la réputation pouvait vaciller, mais l'intégrité restait solide, si on l'affrontait avec calme. Il vida le verre d'un trait, ne laissant derrière lui que de la détermination. Il ne cherchait pas à se venger. Il montrait l'exemple. Et ce soir, un autre morceau de leur fondation tenait bon. Au petit matin, Ethan éprouva l'avis d'expulsion sur son paillasson. La signature de Genève était nette, mais hésitante. Elle mettait officiellement fin à son bail dans le condo de Brooklyn. Il ne lut pas plus loin. Il rangea l'enveloppe et monta dans sa voiture, direction la ville. Ce jour-là marquerait son mouvement le plus stratégique. Sans colère. Sans drame. Juste de la résolution. Il arriva au cabinet Winter et l'éventé LLP avant même que le soleil ne touche la ligne d'horizon. Le hall immaculé semblait plus froid que d'habitude, comme s'il percevait lui aussi la gravité de ce qui se jouait.
Preston le vantait l'accueillit d'un signe de tête plus sec, son visage exprimant un mélange de respect et de prudence. Ethan ne sourit pas. Il tendit simplement un nouveau dossier. Preston l'ouvrit. Dès la première page, ses yeux s'écarquillèrent, la résiliation signée par Genève de ses droits sur la propriété qu'elle pensait hériter. La page suivante. Un accord de garde limpide, rédigé en faveur d'Ethan, appuyé par les résultats scolaires de l'enfant, des lettres de soutien émotionnel et des lettres de recommandation de personnes de confiance. Puis les relevés bancaires montrant le nom de Geneva sur les comptes gelés de Siludrienne. Le vanté leva les yeux. « Ce n'est pas ce dont nous avions convenu, dit-il d'une voix basse. Ethan croisa les bras. « C'est exactement ce que j'ai validé. Geneva obtient ses affaires, elle garde le condo de Brooklyn pendant 1 an, sans bénéfice. Ensuite, la propriété revient. Et la garde principale reste avec moi. Elle pourra demander des visites prolongées si elle prouve qu'elle peut assurer un environnement stable pour les filles. » Preston déglutit avec difficulté. « Tu la coupes complètement. » Ethan fixa le regard de l'autre côté de la table. Elle s'est déjà coupée d'elle-même. C'est elle qui a choisi de rompre. Moi, je ne fais que poser les limites de la réalité. Preston se frotta le front. Ton agressivité. Ethan l'interrompit, sa voix calme, nette. Ma précision. Tu m'as demandé de la discrétion. Moi, j'ai parlé de clarté. La discrétion ne signifie pas la faiblesse. Il saisit les documents. Remets ça à l'avocat de Geneva avant midi. Donne-lui 48 heures pour accepter, sinon elle risque de perdre tous ses droits au-delà de simples visites conditionnelles. Preston marqua une pause, puis hocha lentement la tête. Ethan plaça le dossier dans les mains de Preston comme on remet un verdict. Il ne lança aucun regard noir. Il ne se réjouit pas. Il sortit simplement. De retour dans sa maison de ville, la lumière du matin semblait plus douce, plus paisible. Maria lui tendit une tasse de café dès son entrée. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement, ayant perçu les engrenages juridiques tourner. Il prit une gorgée, regardant vers le salon, où les assiettes du petit déjeuner des filles étaient déjà lavées. Elle accepte les termes, où nous démontrons que les enfants grandissent mieux sous des toits stables, pas sur du sable mouvant. Maria hocha la tête. Elles grandiront. Il hocha à son tour, les yeux tournés vers la ville au-delà de la fenêtre. C'était un tournant. Un renversement. Silencieux. Ferme. Irréfutable. Cet après-midi-là, dans le salon, il s'assit avec Lena et Mera, leur lisant une histoire sur 2 amis qui avaient construit une maison ensemble et affronté des tempêtes. Quand la tempête fut passée, l'un des amis refusa de reconstruire avec des planches bancales, préférant poser des fondations solides. Mera leva les yeux. « C'est comme nous ?» Il ferma le livre, le posa sur la table basse. « Exactement. » Plus tard, il borda les filles dans leur lit. Lena rentra la couverture autour de lui, dans une étreinte silencieuse de confiance. Il resta un instant, puis se leva, retourna dans son bureau et alluma la lampe. « Va chercher les documents, pensa-t-il. Et transfère-les à Rob. Que le monde juridique voit que l'amour ne rugit pas toujours. Parfois, il signe. » Il se versa son verre de seigle nocturne, le liquide ambré captant l'éclat de la lampe. Il le but en une seule gorgée mesurée. Il ne célébra pas. Il agissait. C'est ainsi qu'on protège plus que des biens. On protège l'amour sans trahir la promesse de force. Et ce soir-là, le renversement avait commencé. À l'aube, Ethan sirotait son café dans son salon. Calme. Centré. Conscient. Il regardait le fil d'actualité sur sa tablette, le volume bas mais impossible à ignorer. Siludrienne inculpée pour détournement de fonds et fraude sur les actifs. Les mouvements détectés via des comptes de secours. Le récit faisait l'effet d'un coup de massue. L'image de Silu, autrefois symbole de glamour sans effort, clignotait sur plusieurs chaînes un homme en train de se désagréger. Ethan ne réagit pas visiblement. Il n'exécuta aucune danse de la victoire. À la place, il posa la tablette face contre la table. Il joignit ses doigts,
ferma les yeux une seconde. La justice, il le savait, n'était pas un spectacle. C'était la rencontre des conséquences avec la vérité. Et de la vérité avec le temps. Plus tard dans la matinée, la conférence de presse se déroula. Silu, pâle et débraillé, se tenait derrière un pupitre tandis que les journalistes lançaient leurs questions. « C'est une injustice » cria-t-il. « Je suis ciblé. » Mais sa voix se brisa. Le désespoir résonna dans le bourdonnement des caméras. Quelques instants plus tard, un direct le montra s'interrompant en pleine phrase, s'agrippant au pupitre, aussi pâle qu'un masque, vacillant en arrière. Un bruit sourd. Quelqu'un cria qu'il s'était effondré. Il s'était affaissé, sans ancrage, sur la scène, tandis que des assistants se précipitaient. La séquence n'avait rien de monté. Ethan ne regardait pas. Il était avec Mera et Lena, au match de football de Thalia, celui qu'il ne ratait jamais. Quand le commentateur murmura « Numéro 8 est gardienne ». Sa fille aînée sauta de joie. Les visages dans les gradins souriaient en la reconnaissant. Il ressentit quelque chose dans ce monde naturel, une résilience venue sans conflit. Il regarda ses filles vivantes et connectées et il sut que ce moment avait plus de poids que n'importe quelle reddition publique. Ses yeux s'embuèrent, non pas de triomphe, mais de compréhension. La force ne venait pas des chutes des autres. Elle venait de la présence constante, à travers chaque montée, chaque effondrement. Plus tard, il retourna dans son bureau, où Maria classait des dossiers. Elle hocha la tête, comprenant le moment sans mots. « Silu a démissionné aujourd'hui, dit-elle doucement. Le conseil l'a évincé. Tout s'est écroulé. » Ethan hocha la tête, et il fit tomber un téléphone fixe du bureau. Il n'avait pas besoin d'appeler Genève, le message était clair. Il rédigea un email à la conseillère scolaire et au directeur. Silas Dubrien ne représente plus une menace pour la sécurité de nos enfants. Il appuya sur « Envoyer ». Pour lui, la fermeture d'un chapitre commence toujours par laisser parler les faits. Alors que le soir tombait, il raccompagna les filles à la maison sous les lampadaires. La ville semblait, pour une fois, renouvelée par les jeux d'ombre et de lumière. Mera leva les yeux vers lui et demanda. « Papa, tu crois qu'il ira bien ?» Il pensa à Silas. Autrefois si sûr de lui, maintenant brisé sous les projecteurs d'une salle d'audience. Il trouvera ses réponses, répondit-il. Mais pour l'instant, on se concentre sur les nôtres. Genève n'était jamais réapparue. Aucun appel, aucun message. Juste un vide là où son histoire avait essayé de subsister. De retour au pavillon, il les borda soigneusement. La petite voix de Lena s'éleva dans l'obscurité. « Est-ce qu'on peut regarder les étoiles ce soir ?» Il souleva une couverture, ouvrit la fenêtre, et ensemble, ils observèrent les constellations qui naissaient une à une dans le ciel tranquille. Aucun mot ne fut échangé. Sous ce silence étoilé, Ethan ressentit tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il avait réussi à préserver. Les fractures. La loyauté. La force tranquille de la présence. L'effondrement public de Silas ne voulait plus rien dire si ce qu'il portait en lui restait solide. Et ce soir-là, il crut que c'était le cas. L'appartement à Brooklyn était désormais vide. Lumières éteintes, boîte aux lettres débordantes, silence prenant la place de la vie qui avait un jour résonné entre ses murs. Genève était partie. Pas pour une aventure. Pas pour trouver une quelconque clarté. Elle était partie avec une simple valise et une dignité en lambeaux. Ethan la prit par un discret coup frappé à la porte du pavillon. Maria, debout sur le seuil, ne tenait qu'une petite enveloppe. « C'est arrivé ce matin, glissé sous la porte, » dit-elle avec douceur, comme si le papier allait se briser entre ses doigts. Il baissa les yeux. Un renvoi d'adresse, quelque part au nord de l'État. Là où même les cartes hésitent. Aucun numéro de téléphone. Aucune explication. Juste une ligne dactylographiée. Je suis parti chercher la paix. Ne cherche pas. Aucune signature. Il la lut 2 fois. Aucune réaction. Il la replia et la posa sur le comptoir. Il lui avait proposé des visites sûres, des arrangements équitables. Elle n'avait rien accepté.
Il avait offert la raison. Elle avait choisi le silence. Plus tard dans l'après-midi, il alla chercher les filles après leur récital de piano. Mera joua la première. Posée. Confiante. Ses notes s'échappaient et emplissaient la salle. Léna, les mains serrées, écoutait attentivement. Puis, à la fin, elle applaudit avec ferveur, ses paumes claquant dans l'air. Sur le chemin du retour, Mera demanda tout bas. « Papa, tu crois que maman va bien ?» Il leva les yeux vers le ciel. « Je pense qu'elle est quelque part où elle se sent en sécurité. Et si elle ne revient pas ?» La voix de Léna était minuscule. Il prit sa main dans la sienne. « Ferme. Alors elle apprendra ce que nous savons déjà. La maison, ce n'est pas un lieu. Ce sont les personnes qui restent. » Aucune des deux ne répondit. Mais leurs mains se resserrèrent autour de la sienne. Et il n'avait besoin d'aucune autre preuve. Ce soir-là, Maria lui envoya un texto. Le comte de Genève est à sec. Électricité coupée. Aucun renvoi. Rien. La maison résonnait à nouveau de vie. Devoir à la cuisine. Mera racontait un chapitre de livre. Léna riait sur le canapé avec son ours en peluche. Aucune absence n'était plus réelle que celle d'un cœur qui avait cessé d'attendre. Ethan se versa un verre de whisky de seigle et sortit sur le balcon. Il regarda au-delà d'Estran Street, vers l'appartement vide. Aucune lumière chaleureuse. Aucun message vocal. Rien qu'une obscurité sans appel. Il ferma les yeux. La trahison. La perte. Les batailles juridiques. Tout avait mené à ce moment précis. Une femme qui s'était effondrée lorsque ses fondations avaient craqué. Mais ce soir, il tenait dans ses mains ce qu'elle avait laissé derrière elle. Et il les tenait avec tendresse. Il n'avait plus besoin de sa présence pour prouver que leur famille existait encore. À minuit, il reposa son verre. Il avala la dernière gorgée en une seule respiration. Pas de triomphe. Pas de douleur. Juste une certitude. Il avait protégé ce qui comptait. Leur fondation était paisible. Solide. Il retourna dans les chambres des filles. Elles dormaient profondément, les couvertures bien droites. La confiance, restaurée. Il resta un instant dans l'embrasure de la porte. Puis, il éteignit la lumière. La maison tenait bon. Et cela suffisait. Genève était assise seule, à un petit bureau d'écriture, dans son cottage au nord. La lumière basse du matin baignait doucement le papier jauni devant elle. Elle s'arrêta, le stylo suspendu au-dessus de la feuille. Comme si les mots détenaient un pouvoir trop immense. Dans le silence, elle commença. « Cher Ethan, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci un jour. Je ne mérite ni ton pardon, ni celui des filles. J'écris plus pour moi que pour toi. » Elle s'interrompit de nouveau. La pointe du stylo posée sur le papier. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids d'une vérité longtemps ignorée. Elle inspira profondément, puis poursuivit. Astérisque, astérisque, je croyais devoir fuir pour retrouver quelque chose qui n'existait plus entre nous. Je me suis convaincu que notre amour était enterré. Que la vie avec toi était silencieuse et sûre. Mais je me suis menti. La sécurité n'était pas la vie. C'était dormir en ignorant les alertes. Je me suis réveillé avec un vide en moi. Et j'ai confondu ce vide avec la liberté. Astérisque, astérisque. Ses larmes brouillèrent sa vision en repensant à son départ. Et au silence qu'il lui avait opposé. Pas de vengeance. Pas de colère. Juste un refus mesuré de s'effondrer. Elle ajouta alors. Astérisque, astérisque, tu as demandé de la clarté, je t'ai donné le silence. Tu as offert la force, j'ai offert le chaos. Tu es resté là, avec dignité, les mains stables. Pendant que je portais des pétards dans mes poches. Aujourd'hui, je comprends ce que tu protégeais. Pas une maison. Mais tes filles. Et autre chose, votre honneur. Elle relut le passage, le cœur serré. Elle détestait s'être méprise sur lui, l'avoir sous-estimé pour sa réflexion,
pour sa patience, pour son choix de la paix plutôt que de la colère. Elle ratura les mots qui le blâmaient, les remplaçant par l'honnêteté. Je n'ai jamais compris que la paix a son propre rugissement, silencieux, constant, indestructible. Je pensais vouloir l'aventure, te rendre jaloux, me faire ressentir quelque chose. J'avais oublié que l'amour est plus fort quand il n'a pas à se battre pour attirer l'attention. Elle plia la lettre avec soin et la glissa dans une enveloppe. Au-dessus de ses doigts tremblants, elle écrivit son nom, puis hésita, rester ou envoyer. Elle pensa à ses filles, à leurs dessins de la maison, à la couverture que leur père leur posait chaque soir. Elle se remémora sa douce promesse dans la cour d'école, « Nous plions mais ne cassons pas ». Elle comprit que ses excuses ne pouvaient se construire sur des mots seuls, qu'elles nécessitaient des pas qu'elle ne pouvait pas encore faire. Silencieusement, elle scella l'enveloppe sans y apposer de timbre. Cette excuse était pour elle seule, ni pour lui ni pour eux. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les rayons du soleil danser sur les arbres, écoutant le murmure lointain des rivières. Elle glissa la lettre dans le tiroir du bureau avant de le refermer pour la dernière fois. Peu après, Genève quitta le cottage sans laisser de traces, sans adresse de réexpédition. Elle portait cette lettre sans parfum dans son esprit, un rappel que certaines vérités arrivent trop tard pour être lues par d'autres, mais jamais trop tard pour être ressenties. Ethan se tenait dans la grande salle de bal du Métropolitan Argala, vêtu d'un costume bleu marine profond, près devant un micro. La pièce scintillait sous les lustres en cristal, ponctuée de conversations feutrées et du poids des attentes silencieuses. Il avait été invité à parler ce soir, non pas en mari brisé, mais en symbole de triomphe serein. Il s'éclaircit la gorge et balaya la foule du regard, philanthrope, leader communautaire, collègue, visage après visage connu. Aucun ne trahissait le doute, seulement le respect. « Merci », commença-t-il d'une voix stable, d'honorer l'initiative d'art des vétérans que nous avons bâtie cette année. Il fit une pause, fixant les femmes au premier rang, Lena et Mera, retenant leur souffle dans des robes de cérémonie trop longues, portant la fierté de leur père comme une armure. Sa poitrine se serra de fierté et de tendresse alors qu'il continuait. « Ce soir, je ne parle pas seulement d'art, je parle de résilience, d'un amour qui ne s'effondre pas sous la pression mais tient ferme, un choix à la fois. » Des applaudissements parcoururent la salle, les flashs des caméras crépitaient. Un projecteur illumina le visage de ses filles, éclatantes d'admiration. Il recula de la scène et s'agenouilla près d'elle. Lena murmura, « Papa, je suis tellement fière. » Mera ajouta, « Tu es mon héros. » Il les serra toutes deux contre lui jusqu'à ce que les applaudissements reprennent, plus fort cette fois. Il regarda au-delà de leur étreinte, sentant la vérité, sa vie avait basculé, du chaos à la renaissance. Quelques instants plus tard, seul près du bar, sirotant de l'eau pétillante, un journaliste l'approcha avec diplomatie. « Ethan, votre histoire touche beaucoup de monde, pardon, intégrité, vos filles. » Il l'interrompit doucement. « Mon histoire n'est pas que la mienne, elle est aussi la leur. » Il fit un geste vers la scène, vers ses deux filles avec un père qui était resté. « C'est ça qui compte. » Elle hocha la tête et lui offrit un sourire complice. De l'autre côté de la salle, quelqu'un murmura, « Il ne s'est pas seulement relevé, il s'est ancré, il a attrapé la vague. » Les regards de la presse, les murmures des collègues autrefois sceptiques s'étaient mués en respect. Sur le balcon, Ethan trouva Maria, calme dans sa robe pailletée, laissant l'air frais caresser son visage. Elle lui offrit un petit sourire. « Ils ont ramené ça à la famille, » murmura-t-elle. « Tu lui as fait honneur. » Il acquiesça. Ce n'était pas une question de prouver quoi que ce soit, mais de montrer ce dont on ne se brise pas. Il regarda les filles, contemplant les lumières de la ville en dessous. Ils avaient besoin de voir ça sans moi perdre ce que nous sommes. Maria posa une main sur son épaule. Ils l'ont vu. À l'intérieur, la cérémonie reprit. Le nom d'Ethan retentit. Il monta recevoir son prix, ses filles suivant ses pas. Il jeta un regard vers l'absence de Genève, une rangée vide au premier rang, un espace qu'il avait appris à ne pas combler. Il s'avança et parla. Ce prix est pour les vétérans qui ont transformé leur combat en couleur, pour mes filles qui m'ont appris que le sens n'est pas toujours bruyant, et pour chaque famille qui se reconstruit, un pas solide à la fois.
Les applaudissements l'enveloppèrent tandis que les caméras captaient les sourires en larmes de ses filles. Il sourit humblement, conscient que ce triomphe était plus qu'une victoire publique. Plus tard, il accompagna ses filles jusqu'à leur voiture. Elles parlaient doucement de l'école et des projets à venir. Il apprécia leur innocence. Chez lui, il les coucha puis retrouva la lettre non envoyée de Genève. Il la rangea intacte, symbolisant que certaines vérités restent privées. Il leva un dernier verre, murmurant « À ceux qui restent, car c'est ça la vraie maison ». Puis il quitta la maison, en paix. Au petit matin, dans son jardin qu'il avait planté avec ses filles, il trouva guérison et croissance, loin des regrets. Un message urgent arriva, mais il choisit de ne pas répondre, conscient des blessures que les mots peuvent rouvrir. À table, ses filles partageaient la chaleur d'un foyer sans secret, où la vie continue avec stabilité et amour. Plus tard, il relut la lettre de remords, jamais envoyée, puis signa définitivement l'accord de garde, affirmant la clarté et la paix retrouvées. Il contempla le quartier au réveil, symbole d'une vie reconstruite patiemment, un pas après l'autre. Avant l'école, il rappela à ses filles que la vérité bâtie dans le silence est plus forte que le bruit extérieur. Elles partirent confiantes et aimées. Dans le jardin, il prit soin des plantes, reflet de sa propre guérison. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une trahison ou d'une justice, mais celle de la résilience, du choix de se relever, de refuser de jouer selon des règles injustes, et de bâtir une paix authentique. Le vrai courage est de recommencer à vivre selon ses propres termes, sans chercher l'approbation des autres. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché ou inspiré, partagez vos pensées et restez connectés. Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés, courageux, et fidèles à vous-même. Might be something there, potentially. Oh, we're so up, dude. Oh, here we go. Oh, it's waterlogged. Music makes me want to see a Night City texture pack. Actually, they're called resource packs now. I'm gonna need you to use the proper terminology. Okay, so hopefully you guys can see a little better. This is like full dark right now. I'm gonna make torches, but... Was that a skeleton I heard? Oh shit. Oh shit. Hold on. That absolutely was a skeleton I heard. Okay. Neon torches for real. Hell yeah, bro. Neon blue, purple torches. Blue magenta. Oop. Yeah, we do not want to talk to skeletons right now. Ooh, there's some iron. And it's a goddamn one vein. Oh, I'm scared. He was right here. Did he leave or did he despawn? Oh, he... Ah! I'm good, I'm good, I'm good. Okay, down we go. I have to be uber super duper careful here. Ouch. Okay, come on. Any amount of iron would be greatly appreciated. Hello? Hello? Finding copper everywhere. Okay, there's some.
Alrighty. That is gonna be enough to at least start cooking. Jesse, we need to cook. Oh, fuck. Oh, what the fuck? Wait. Oh, God. Oh, they're fighting each other. Oh, my God. I looked away from my screen for like 2 seconds. I'm alive, though. Holy shit. Where'd he go? There he is. Oh, get fucked. Holy. Man, I literally one tap. He's one. I'm flanking. Too bad. I'm just too good, man. Too bad mana OP. Who's Phil? That would be the unnamed.